Venu directement de Nivida. Et l'après-midi, on vous avait également proposé un deuxième keynote speaker qui, lui, va surfer sur un autre sujet. Il a, dans sa carrière d'entrepreneur, plus de 25 à 30 ans de métier où il a accompagné pratiquement 100 000 jeunes développeur dans une démarche pédagogique de pair à pair qu'il aura le plaisir de partager avec nous. Et il a une ambition exceptionnelle qui est celle de mettre sur le marché en Afrique avec une collection extraordinaire de 1 million de développeurs à l'horizon 2035. J'ai le plaisir d'inviter sous vos applaudissements le brillantissime Nicolas Sadirac pour se joindre à moi pour sa keynote qui porte sur surfer l'intelligence artificielle. Nicolas Sadirac, s'il vous plaît. Je tiens à remercier Ozzy pour m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de venir au Maroc et je suis très impressionné. J'étais déjà impressionné, c'est la deuxième fois que je viens, j'étais déjà impressionné la dernière fois, mais je trouve que cette fois c'est encore un autre niveau en termes d'infrastructure, d'activité, etc. Donc bravo. Donc je vais essayer de parler de quelque chose qui est un peu compliqué aujourd'hui parce qu'on en entend beaucoup parler. Donc on a commencé ce matin avec un keynote qui vous a beaucoup parlé de l'intelligence. Je vais vous parler un peu plus de comment ça marche. Moi, je ne vais pas essayer de rentrer sur le comment ça marche. Je vais essayer de me mettre de l'autre côté, qui est de dire, en fin de compte, qu'est-ce que le fait que l'intelligence artificielle arrive, et on a dit, vous avez entendu beaucoup aujourd'hui de gens qui vous disent, on utilise l'intelligence artificielle, il y a un changement profond, mais en réalité, ce n'est pas vrai. On est au tout début de ce qui arrive. Et aujourd'hui, ceux qui essaient de vous dire et de prévoir ce qui arrive, on est quasiment sûr qu'ils se trompent. Il faut imaginer qu'on est au tout début de l'invention de l'électricité et on voit jusqu'à aujourd'hui ce que ça a changé totalement. Donc ça, c'est le premier point important, c'est qu'on est en face d'une... C'est pas une simple nouvelle technologie, c'est un changement complet de point de vue de la technologie. Et donc on est au début d'une immense vague. En même temps, cette vague, elle n'est pas non plus sortie de nulle part. C'est-à-dire que c'est la continuité d'un processus humain qui est là depuis vraiment très longtemps, qui consiste en gros à vouloir se débarrasser des tâches, d'une façon générale, les tâches de notre quotidien. C'est-à-dire que depuis que l'homme est l'homme, on a eu besoin pour survivre de faire un certain nombre de tâches et on a toujours voulu les optimiser et enlever en tout cas les parties pénibles. Et donc, ce qu'on a appelé l'industrialisation, puis après ce que vous avez entendu à travers la transformation digitale, en fin de compte, l'arrivée de l'IA et la transformation autour d'une société IAisée, c'est la suite. Ça consiste à changer les tâches qu'on faisait, de les automatiser et de les rendre plus efficaces. La vraie différence, c'est qu'on est cette fois-ci sur des tâches intellectuelles. Jusqu'à présent, en réalité, on a construit un ensemble de processus qui allaient des tâches les moins intellectuelles vers les plus intellectuelles, et on a automatisé les tâches les moins intellectuelles. Là, on est presque dans un paradigme inversé. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à comprendre, c'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous regardez concrètement aujourd'hui ce qu'on est capable d'automatiser et ce qu'on prévoit de pouvoir automatiser, plus c'est intellectuellement complexe, plus ça semble facile à automatiser. Ce qui est très contre-intuitif et qui fait que on a beaucoup de réflexes, je dirais protectifs, où les gens vont être dans une situation où se dire de toute façon, ça ne va pas affecter mon métier. Ma conviction aujourd'hui, c'est que ça va affecter tous les métiers. Ça ne veut pas dire que ça va remplacer. Ça ne veut pas dire que les métiers vont disparaître, ça ne veut pas dire que les activités humaines vont disparaître, ça veut dire qu'elles vont toutes être transformées. Et quand je dis toutes, c'est aussi bien celles des très intellectuels comme des tâches mécaniques qui vont être automatisées ou voire même assistées. Et d'ailleurs, si vous regardez aujourd'hui les endroits où l'IA a le plus de performance, ça va être dans des tâches extrêmement élevées comme de la recherche. Je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité, mais on a dernièrement trouvé des nouvelles protéines qui ont été générées par des systèmes d'IA. On est, par exemple, aujourd'hui en astronomie, plus rien n'est possible sans les systèmes d'IA
d'aujourd'hui, c'est aucun être humain serait capable de le traiter. Dans la médecine de très haut niveau, on a la même chose. Et donc on a un paradigme qui est très différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent, où en fin de compte, on avait un système éducatif qui fabriquait des gens, entre guillemets, très intelligents, en tout cas très instruits, et on avait un environnement automatisé qui remplaçait les jeunes les moins instruits. Et là, on a exactement le contraire. Donc ça veut dire que concrètement, à relativement moyen terme, on peut imaginer qu'à peu près toutes les tâches intellectuelles vont être assistées par de l'IA. Et je dis bien assistées, ça veut dire qu'on va avoir un système d'augmentation de la capacité des gens. Et là, ce qui est intéressant à noter, c'est que les IA sont extrêmement performantes, en tout cas pour l'instant, pour traiter tout ce qui est basé sur de la connaissance, du traitement de cette connaissance et tous les systèmes d'inférence qui vont avec. Ça veut dire concrètement que pour un être humain, c'est quasiment inimaginable à moyen terme de vouloir rivaliser avec un système automatisé sur du stockage de connaissances. Or, notre système éducatif aujourd'hui est énormément basé là-dessus. Deuxièmement, c'est impossible de rivaliser sur tout ce qui va être traitement de cette connaissance et particulièrement la précision dans le traitement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une grande partie de notre système éducatif a été dessiné pour entraîner des êtres humains à être très précis. C'est-à-dire à pouvoir traiter de la donnée sans se tromper. Parce que naturellement, les êtres humains ont tendance à avoir du mal à garder l'attention pendant très longtemps. Et donc, on va classifier dans le système de formation aujourd'hui les gens par rapport à leur capacité à traiter de la donnée complexe. Mais aujourd'hui, un système automatique va complètement écraser n'importe quel être humain sur le domaine. C'est-à-dire qu'il va être capable de traiter des quantités de données extrêmes, il va être capable de traiter de façon, alors je ne vais pas dire 100% fiable parce que ce n'est pas tout à fait vrai, mais extrêmement plus fiable, on va dire, que la plupart des êtres humains dans leur traitement habituel. Et donc, au final, cette grosse différence qu'on avait fait à travers les êtres humains, c'est-à-dire en classant les gens par rapport à leur capacité, elle s'efface. Ça veut dire concrètement que, finalement, aujourd'hui, quand vous prenez des experts d'un domaine technique très pointu, et vous mettez des gens qui ne sont finalement pas experts du domaine, en leur donnant accès à des outils d'intelligence artificielle, eh ben, vous n'êtes pas capable de faire la différence. C'est-à-dire que les experts ne sont pas meilleurs, voire même dans certains cas moins performants que les non-experts. Donc ça pose un problème de valeur. Okay. Néanmoins, quand on étudie précisément le résultat de ce travail entre un expert ou un non-expert et un système intelligent, on voit des variations importantes. Ça veut dire concrètement, par exemple, donc notre métier à nous, c'est essentiellement le développement informatique ou la gestion d'infrastructures, ou enfin des éléments techniques. Et on va prendre, mettons, qu'on prend des ingénieurs en informatique et on va leur fournir des outils d'IA. Donc quand on regarde, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet, on vous dit en gros, il y a un gain de productivité de 30%. Mais ça, c'est ce qu'on regarde du point de vue statistique. Quand on regarde le détail, on s'aperçoit que certains ingénieurs ont un gain de productivité de 400 à 500%, et d'autres quasiment pas, voire même certains ont tendance à être moins efficaces, ou en tout cas à faire plus d'erreurs. Ce qui est à dire, ça veut dire que concrètement, il y a une capacité à gérer et à utiliser cet outil, ou en tout cas à en tirer le meilleur parti, qui est indépendante de leur formation, parce que là on a des gens qui ont été formés pareil. Ça veut dire que notre système de formation actuel, non seulement est en compétition avec ce à quoi les IA, enfin ce que les IA savent faire, mais en même temps ne développe pas de façon, ou en tout cas ne permet pas de qualifier les compétences qui permettent de tirer les meilleures parties de l'IA. Et ça, c'est l'objet de ce qu'on va essayer de réfléchir aujourd'hui, c'est-à-dire de se dire finalement, admettons que demain, on ait des IA qui soient capables de résoudre tous nos problèmes, okay, du point de vue informatique, etc. Qu'est-ce qui fera la différence? Et donc, quel système éducatif on a besoin pour amener à ce qu'on ait les gens les plus performants? Okay. À partir du moment où vous avez un système d'IA performant, la notion de spécialité technique disparaît, puisque l'IA contient la compétence. Aujourd'hui, si vous regardez quelqu'un qui
maîtrise d'utilisation d'IA en logiciel, par exemple, la notion de langage a disparu, puisque vous écrivez, mettons que un ingénieur est appris à coder dans un langage, il a besoin de faire le projet dans un autre langage, ben, il peut tout à fait le coder dans le langage qu'il avait l'habitude, dire à l'IA, ok, tu me le traduis dans l'autre, et c'est fini. Hein, il faut bien donc la spécialisation disparaît, et c'est plus générique que le langage. Ça veut dire que les frameworks, la logique, l'ensemble du problématique, et moi, je pense que c'est même au-delà de la matière. C'est-à-dire que si demain, vous demandez à cet ingénieur de faire de l'électronique, eh ben, il va demander et interagir avec son système d'IA pour le faire, et il va y arriver. Okay. Alors, qu'est-ce qui fait finalement la différence entre cet ingénieur qui est plus compétent et moins compétent? Alors là-dessus, nous, donc moi, rapidement, je ne me suis pas vraiment emprunté, mais ça fait une trentaine d'années que je forme des ingénieurs en technologie, beaucoup en développement, beaucoup en sécurité, et et particulièrement dans un environnement d'innovation, c'est-à-dire assez vite, on a été confronté à la problématique, c'est qu'on avait besoin de faire des ingénieurs qui étaient capables d'innover. Or, la majorité du système éducatif des ingénieurs n'est pas fait pour fabriquer des gens innovants, il est plutôt fait pour fabriquer des gens qui ont un corpus de connaissances, de savoir-faire, de processus, y compris des processus de qualification qui permettent de garantir qu'on obtient un résultat, mais on n'a jamais vraiment développé le côté innovant. Et donc nous, on a été obligés, notamment ça a commencé pour moi personnellement, parce que j'avais à l'époque une entreprise de cybersécurité et que la cybersécurité, particulièrement quand on faisait du pen test, c'est-à-dire notre objectif c'était de pirater les systèmes d'information de nos clients. Et quand vous êtes en face d'une situation où vous devez pirater le système d'information d'un client, eh ben, la problématique, c'est qu'il faut penser différemment que ce qui est prévu, parce que normalement, le client, il a fait ce qui était prévu. C'est-à-dire qu'il a suivi toutes les règles de sécurité, il a mis en place toutes les mesures normales de vérification, mais malgré tout, vous avez une équipe, son rôle, c'est de rentrer et de payer l'entrée. Donc il faut des gens qui pensent différemment et qui sont capables de sortir du process habituel des ingénieurs. Et donc, on s'est trouvé à cette période dans une situation très particulière où on n'arrivait pas à trouver les talents qu'il nous fallait. Et donc, on s'est mis à les développer. Et on a développé une méthode qui a été développée d'abord à l'EPITA, puis à l'EPITech, puis à 42, et puis maintenant à 01, qui est une méthode qu'on appelle peer-to-peer. C'est-à-dire, en gros, on ne va plus du tout se focaliser sur la connaissance. On va partir dans l'idée que la connaissance ne nous intéresse pas et qu'elle est accessible, mais on va se focaliser sur comment je deviens créatif dans un collectif d'individus. Et donc on a développé des méthodes qui ont très bien marché. Hein. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 200 000 personnes qui ont été formées comme ça et qui travaillent dans toutes les grandes entreprises du monde. Hein. Et ça marche bien. Et quand l'IA est arrivée, on était dans la même logique. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va regarder un peu ce qui se passe. Et donc, dans mon dernier livre, j'ai écrit sur le sujet justement comment se préparer à l'IA. Et on a remarqué quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on a fait un sondage sur des anciens étudiants qui ont été formés avec cette formation et des étudiants qui ont été formés dans des écoles d'ingénieurs classiques. Et on s'est aperçu que leur façon d'utiliser les systèmes d'IA était beaucoup plus performante, qu'il y avait beaucoup moins de rejet et de peur, et qu'il y avait une capacité, en fin de compte, à changer beaucoup plus vite. Parce qu'en fin de compte, le fond, je l'ai entendu plusieurs fois aujourd'hui, en réalité, le problème, c'est la conduite du changement. Et beaucoup de gens ont évoqué en disant c'est difficile parce que les êtres humains, naturellement, n'aiment pas le changement. Alors que c'est absolument pas vrai. Un être humain, ça adore le changement. C'est juste qu'on l'a éduqué à ne pas aimer le changement. C'est-à-dire que si vous prenez un enfant, ça adore tout ce qui est nouveau. Ça adore, dès qu'il rencontre une situation nouvelle, ils s'amusent, ils essayent, bon, ils ratent, ils recommencent et ça recommence. Mais ça, c'est le fonctionnement normal. Et c'est notre système éducatif qui nous normalise, parce que quand on fait une erreur, on se prend une banane, ou on est, entre guillemets, un petit peu, on va pas dire humilié, mais en tout cas, on est mis de côté par rapport à la classe, et petit à petit, on apprend à faire attention à ce qu'on fait, à faire ce qu'on t'a appris, etc. Ce qui, au passage, n'est pas nécessairement négatif. Il y a des environnements dans lesquels ça a beaucoup de sens. On a besoin de choses qui soient stables, où on est sûr que ça va arriver. Vous voyez, quand vous voulez des gens qui ont construit un avion, vous avez envie que tout soit bien. Hein. Vous n'avez pas envie que des gens aient essayé des trucs dedans. Donc on a quand même besoin de cette logistique. Mais en réalité,
Aujourd'hui, on a cette capacité de rigueur, elle nous est apportée par les IA. C'est-à-dire que les IA sont capables de prendre toutes les best practices et les intégrer dans leurs problématiques que vous amenez. Mais du coup, les gens qui sont très entraînés sur cette côté rigueur perdent ce côté co-créativité. Et donc la méthode peer-to-peer qu'on avait développée, pas du tout pour la partie IA, mais de façon complètement faite pour l'innovation et qui a donné lieu à plein de grosses startups. Par exemple, Docker, c'est des anciens qui ont fait ça. Il y a des gens chez Google qui ont participé à la création, etc. Donc on a des gens qui sont ultra innovants. Et bien, on s'aperçoit que c'est la même problématique avec l'IA. C'est-à-dire qu'ils vont être capables de s'adapter au changement parce qu'ils aiment le changement et ils prennent plaisir. Et on a redéveloppé des méthodologies qui se focalisent autour de cette problématique propre de l'IA, et on s'est aperçu, donc en réétudiant plus précisément ces choses-là, on s'est aperçu que qu'est-ce qui crée cette compétence, en fin de compte, c'est pas le fait qu'ils apprennent ensemble, c'est que le fait qu'ils se contredisent. Et donc on a, vous verrez si vous lisez mon dernier livre, j'ai introduit une nouvelle notion qui est ce que j'ai appelé la contradiction créative. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on commence à créer des choses à partir du moment où on a une personne avec qui on est en désaccord. C'est-à-dire qu'on va créer des situations où les gens vont avoir un objectif, il va falloir qu'ils résolvent un problème, parce qu'ils ont envie de le résoudre, donc ce problème, ils veulent le résoudre. Ils sont plusieurs, ok, et ils ne vont pas forcément être d'accord sur comment le faire, et du coup, ça va engager des discussions et des contradictions, et c'est à travers exactement ces contradictions qu'ils vont petit à petit développer une capacité à arriver à un consensus, et un consensus créatif. Et on s'aperçoit que c'est le même fonctionnement qui fonctionne le mieux avec une IA. C'est-à-dire quand vous fonctionnez avec un système d'IA, vous allez lui poser une question, elle va vous amener une réponse, et il faut que vous soyez capable en permanence de contredire cette réponse pour arriver à des réponses de plus en plus fines. Et d'ailleurs, les tout derniers modèles d'IA, jusqu'à présent, vous avez beaucoup utilisé des IA dans lesquels vous posez une question, ils vous donnent une réponse. Mais les derniers modèles actuels commencent à vous répondre des questions. Pour affiner, faire et fabriquer ce dialogue. Mais quand vous regardez comment fonctionne à l'intérieur une IA, c'est déjà un processus contradictoire. Donc l'intelligence collective d'un individu, d'un groupe ou d'un collectif humain IA, en fin de compte, il vient de la diversité de ce processus. Plus vous avez des gens qui sont dans la capacité à se contredire, plus vous allez avoir une réponse pertinente, et plus le dialogue va être perturbé par des éléments extérieurs, plus vous allez pouvoir avoir une réponse qui est solide. Et donc, ça c'est notre conviction. Si vous réfléchissez aujourd'hui, le système éducatif tel qu'il existe dans la majorité des pays du monde, il ne fait pas ça du tout. Il fait pratiquement l'inverse. C'est-à-dire qu'on essaye plutôt d'avoir un corpus de connaissances, entre guillemets, sûr, et on essaye d'empêcher les discussions. Je ne sais pas qu'on essaie d'empêcher les discussions, mais on va amener de la vérité qui est censée être absolue, puisqu'elle a été validée par des gens, et du coup, l'apprenant, lui, n'est pas en capacité de la contredire. Il ne peut pas, et particulièrement quand il est jeune, il ne peut pas dire « je ne suis pas d'accord, on va essayer autrement », etc., puisque ça lui est amené par quelque chose qui est complètement extérieur et, entre guillemets, supposé être supérieur à lui, qui est le maître ou le professeur. Quand vous enlevez ça et que vous faites l'enseignement en mode peer-to-peer, on enlève cette notion de maître. On ne travaille qu'avec des gens qui sont, entre guillemets, supposés être égaux. Et à partir du moment où les gens sont égaux, du coup, vous pouvez douter de leur avis. C'est-à-dire que s'ils vous disent « faut faire comme ça », comme c'est les mêmes que vous pouvez dire « bah non, moi je pense pas ça ». Donc vous pouvez vous autoriser à avoir un avis. Et donc ça permet de créer cette contradiction. Et donc je pense qu'aujourd'hui, plus on va avancer dans l'IA, plus finalement la transmission de ce corpus de connaissances établi par on va dire les communautés scientifiques ou les communautés quelles qu'elles soient, n'a pas de sens à être transmise. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le fabriquer. Il faut bien sûr qu'on ait des chercheurs qui fabriquent la nouvelle connaissance, etc. Mais ce n'est pas un travail d'être humain que de stocker cette connaissance et de la restituer quand on en a besoin. Il y a des machines qui font ça très bien. Et de toute façon, aujourd'hui, on s'aperçoit que dans beaucoup de domaines, ce corpus de connaissances est trop vaste pour que de toute façon, il puisse être porté par un seul être humain. C'est pour ça qu'on est arrivé dans plein de domaines à de l'hyper-spécialisation qui a un effet très négatif dans la capacité à co-créer parce qu'on arrive à des gens qui n'arrivent plus à se parler parce qu'ils sont trop spécialisés dans leur domaine. Et donc, on va, à mon avis, revenir vers des gens qui sont capables d'interagir
avec des bases de données. Quand je dis bases de données, je parle d'intelligence artificielle, hein, donc des bases de connaissances qui auront une forme soit automatique, soit... Enfin, ça va évoluer dans le temps, mais en tout cas, qui portera la connaissance et le traitement de cette connaissance, et on aura des gens qui vont être capables d'être en contradiction dans des collectifs, ce qu'on appelle les intelligences collectives. Et ces intelligences collectives vont être composées à la fois d'êtres humains et de systèmes automatisés. Et nous permettront... Ce qui veut dire très concrètement qu'il faut qu'on redessine complètement le système éducatif. Parce que le système éducatif d'aujourd'hui ne fait pas ça du tout. Et en plus, il a une tendance à... Du fait qu'il a été dessiné pour trouver ces compétences spécifiques, on a dit, c'est-à-dire essentiellement de la capacité à mémoriser une grande quantité, de la capacité à être rigoureux et de la capacité à faire du traitement sans erreur sur cette connaissance, il va éliminer tout un tas de personnes qui n'ont pas ces compétences, mais qui par contre pourraient tout à fait contribuer à un collectif intelligent avec des IA. Okay, ça veut dire qu'on élimine des gens créatifs, des gens efficaces dans un contexte à IA. Sachant qu'encore une fois, ça avait beaucoup de sens tant qu'on n'avait pas d'IA. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que notre système éducatif aujourd'hui, il a été fabriqué pour répondre à des problèmes de société dans lesquels nous n'avions pas d'IA et nous avions quand même des problèmes logistiques importants. Donc il fallait traiter ces données de façon, entre guillemets, rigoureuse et en grande quantité, et que donc les gens qui étaient capables de le faire avaient une valeur plus importante que les autres. Mais aujourd'hui qu'on a des IA, tout ça disparaît. Okay, et donc il faut redessiner un système éducatif qui permette de faire ça. Et si possible, depuis le plus jeune possible. Et donc c'est ce à quoi on s'est employé à Zéro un Talent. On a défini des processus qui permettent d'identifier les personnes qui sont le plus aptes à ça, et des processus qui permettent de leur amener cette compétence, et avec des résultats qui sont tout à fait, qui permettent de garantir un niveau d'interaction et de capacité de production à base d'IA extrêmement important. Et alors ce qui est intéressant à noter, c'est que en réalité c'est beaucoup plus inclusif, il y a beaucoup plus de gens pour cette capacité que la capacité entre guillemets classique qu'on va avoir pour des gens entre guillemets scolaires. Je dis scolaire au sens d'aujourd'hui, parce que ce qu'on appelle scolaire aujourd'hui, c'est un ensemble de compétences qui est complètement arbitraire, qui a été défini par rapport à notre besoin de compétences. Peut-être que ce qu'on appellera scolaire, ça sera totalement différent prochainement. Néanmoins, ce qui est intéressant à noter, c'est que ça impose à long terme, enfin à moyen terme, je pense, en fonction de la mesure que les IA vont arriver, un changement non pas simplement de méthode d'enseignement, mais d'objectif d'enseignement. Et d'ailleurs, j'en profite pour attirer l'attention sur un point qui me paraît extrêmement important. C'est aujourd'hui, vous avez dans le milieu éducatif beaucoup de discussions sur l'IA, mais principalement autour de deux axes. Un axe qui est de se dire, en fin de compte, qu'est-ce qu'on peut faire grâce à l'IA? Donc là, vous avez énormément de gens qui vont vous dire on peut générer automatiquement des examens, on peut corriger automatiquement des copies, on peut analyser automatiquement des situations, ce qui permet d'individualiser la formation. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, quand vous êtes un professeur avec 40 élèves, ou vous êtes encore pire, un professeur avec 100 élèves à l'université, un truc comme ça, forcément, vous ne pouvez pas aller regarder le détail de chaque réponse de chaque personne pour analyser son parcours et se dire cette personne, elle n'a pas bien compris telle notion, donc il faudrait qu'il refasse le cours machin, etc. Bon, ça, l'IA permet de le faire. Okay, et donc, on présente ça comme un progrès. Et il y a beaucoup de systèmes qui se vendent aujourd'hui qui permettent de mettre en place ce genre de choses, où on vous dit c'est des systèmes de curriculum assistés par IA. Mon point de vue là-dessus, c'est que c'est extrêmement dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que concrètement, ça présuppose qu'on sait ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que vous avez un processus d'éducation qui amène les gens vers un endroit. Bon. Pour l'instant, ce processus, il n'est pas très efficace. Ça veut dire que, finalement, quand vous prenez une masse de 100 étudiants, à la fin, le résultat en termes de profil d'étudiants, il est proche, mais il n'est pas unique. Il est quand même un peu varié. Donc, si vous êtes sûr de votre profil, et que c'est mieux que tout le monde soit pareil. Mais par contre, si vous avez besoin de gens qui vont s'adapter à une situation, tout à l'heure, on parlait de résilience.
Pour être résilient, la diversité, c'est un point très important de la résilience. Ça veut dire que quand la situation va changer, eh ben, un de vos profils va être un petit peu atypique, vous l'auriez jugé comme plutôt moins bon que les autres, mais ça se trouve, il va être super adapté à la situation qui a changé. Si vous formez tout le monde exactement pareil, parce que vous avez un système ultra efficace, parce que vous avez une IA qui analyse chaque détail et que chaque fois que quelqu'un va être un petit peu divergent, et surtout si vous faites ça sur des tout petits, vous le ramenez entremettez dans le droit chemin, votre risque, c'est que tout le monde à la fin soit parfait et que parfait ne corresponde pas aux besoins. Et ça, c'est ce qui est en train de se mettre en place dans beaucoup de situations. Et le deuxième axe, qui me paraît encore plus bizarre, c'est que il y a beaucoup d'efforts dans les universités pour empêcher les étudiants de tricher. C'est-à-dire, en gros, d'utiliser des IA pour faire le travail à leur place. Et ça, c'est très choquant, parce que si vous vous dites que vous êtes professeur, moi je discutais dernièrement avec un prof en business qui me dit oui, non mais là c'est très embêtant parce que quand je donne un truc aux étudiants à faire, ils le mettent dans un truc d'IA, dans ChatGPT ou Dieu seul sait quoi, et le résultat est mieux que ce qu'ils auraient fait eux-mêmes, et voire même mieux que ce que moi j'aurais fait. Du coup, c'est embêtant parce que je peux plus leur poser d'examen. Et du coup, il veut leur interdire d'utiliser l'IA. Ce qu'a fait beaucoup d'écoles, le premier réflexe de beaucoup d'écoles a été de l'interdire. En France, on a Sciences Po qui a interdit, enfin il y en a plein qui ont interdit et ça continue. Ou alors avec des guides d'utilisation en disant oui, vous pouvez utiliser les IA pour rédiger un paragraphe, mais pas plus de 2. Enfin, ils ont mis tout un tas de trucs. Mais il faut bien vous poser la question. Si on est dans une logique où ce que vous demandez à l'étudiant, une IA peut le faire, c'est que ce que vous demandez à l'étudiant ne sert à rien. C'est-à-dire que concrètement, ça veut dire que la valeur de ce que vous lui demandez de produire, la capacité intellectuelle que ça demande, n'a pas vraiment de sens, puisqu'elle est automatisée. C'est comme si aujourd'hui vous jugez quelqu'un sur sa capacité à faire du calcul qu'une calculatrice peut faire. Alors il y a 200 ans, c'était intéressant, parce qu'on n'avait pas de calculatrice, et on avait besoin de gens pour faire des calculs arithmétiques importants dans plein de domaines. Donc ça avait une vraie valeur de savoir faire du calcul juste sans se tromper. Aujourd'hui, plus personne ne fait ça, quoi. Et même dans certains types d'algèbre qu'on faisait avant, aujourd'hui, il y a des logiciels comme Mathematica qui font ça tout seul. Ça n'a plus aucun sens d'être super bon, d'être capable de faire 20 pages d'arithmétique sans jamais se tromper. C'est bien de comprendre de quoi on parle, mais il n'y a pas besoin de faire 20 pages. Et avant, on a vraiment eu une période où les gens les entraînaient. Ce qui était logique, il y en avait besoin. Il fallait bien des gens pour calculer. Mais là, on est dans la même logique. Et en voulant cacher le problème, en réalité, on ne fait que révéler l'absurdité de ce qu'on est en train de faire. Ça veut dire qu'on est bien en train de montrer que finalement, ce sur quoi on entraîne les gens, aujourd'hui, correspond à plus rien de ce dont on a besoin. Et ça, c'est très important. Il y a une phrase qui est intéressante de Jack Ma qui disait il y a 5-6 ans, donc même avant qu'on ait des LLM connus, mais enfin, il faut bien comprendre que beaucoup de gens considèrent que les LLM sont apparus avec ChatGPT, mais ça existe depuis bien longtemps avant, donc il y a des gens, mais c'était pas public, c'est-à-dire que ça demandait trop de ressources pour que les gens normaux puissent y avoir accès, mais les gens qui étaient dans la tech l'avaient déjà vu, et il disait, en fin de compte, on entraîne, nos universités fabriquent de très mauvais ordinateurs. Okay, donc en fin de compte, et encore une fois, à raison, puisqu'il y en avait besoin, tout simplement parce que nous n'avions pas d'ordinateur à ce moment-là. Et donc là, on est dans une logique où il va falloir non pas repenser nos méthodes d'enseignement, mais nos objectifs d'enseignement. Voilà. Et ça, c'est, je pense, le point le plus important, et je pense qu'il faut vraiment qu'on comprenne qu'on a un travail à faire qui est très profond sur l'éducation, mais non pas sur les moyens. Et notamment, je sais qu'au Maroc, il y a beaucoup d'initiatives éducatives dans ce sens-là. Donc, on utilise pas mal d'outils pour aller rendre le système plus performant. Mais je pense qu'on se trompe d'objectif. Notre premier objectif, c'est de rechanger les choses. Et pour dire en quelques mots, en réalité, on a déjà vécu dans une situation où on avait finalement pas de tâches logistiques. C'est arrivé dans l'Antiquité, quand on avait des esclaves. Enfin, il y avait des gens qui étaient des esclaves, il y a des gens qui avaient des esclaves. Mais ceux qui avaient des esclaves n'avaient plus du tout de tâches logistiques à faire, y compris les tâches intellectuelles. Et on a développé ce qu'on appelait les humanités. Et ma conviction, c'est qu'on va se rapprocher de ça. C'est-à-dire qu'on va, avec l'intelligence artificielle, on va permettre aux humains d'être plus proches de leur nature humaine
et de la développer. Et notre différence, ce qui fera notre valeur, c'est notre capacité dans nos compétences humaines à interagir avec des IA pour en tirer le meilleur pour le bien collectif de tout le monde. Voilà, merci. Merci à Je suis toi. très heureux de répondre à Merci vos questions. beaucoup, Nicolas Sadirac. Je rappelle que le thème de ta keynote, c'est comment se préparer, surfer l'intelligence artificielle et pas surfer sur l'intelligence artificielle. Je pense que tu as brillamment exposé les différentes facettes du sujet. Et là aussi, je pense, en guise de conclusion, finir avec cette note d'humanité et d'humanisme du l'IA qui, même quand elle est intelligente, elle reste justement le propre de l'homme et de la femme. Alors, bien entendu, on avait fait une plateforme au travers de laquelle on a reçu quelques questions, et je rappelle que Nicolas Sadirac voulait absolument qu'il y ait de l'interaction sur sa keynote. Et donc, j'avais quelques questions que j'ai reçues. Alors, l'IA pourrait-elle être autorisée à l'école ? Moi, je pense que c'est pas qu'elle pourrait être, c'est que c'est strictement nécessaire. Je pense que tout ce que l'IA peut faire n'a aucun sens d'être enseigné. Alors, il y avait une deuxième question, c'est l'IA est l'avenir de l'enseignant. Est-ce que l'IA pourrait remplacer demain un enseignant ? Ça, c'est une question très compliquée. Il y a Salman, Khan Salman, qui a écrit de la Khan Academy, qui vient de sortir un livre qui traite exactement de ce sujet et qui en gros dit oui. Il dit, lui, il imagine le monde avec un tuteur par étudiant partout sur la planète et qui n'est pas du tout professeur et que ça soit totalement distribué. Alors, il faut comprendre, lui, son sujet à lui, c'est essentiellement la problématique des populations isolées. Il a dédié son activité autour des populations isolées, et c'est vrai que ça va permettre d'amener... Il y a quand même des endroits où le problème, c'est qu'il n'y a pas de professeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit, est-ce que ça va remplacer les profs? Mais il y a des endroits où il n'y en a pas. Donc ça va au moins amener des professeurs à tout le monde. Ma conviction, c'est que oui, ça va complètement remplacer le professeur, mais au sens où ça va devenir l'interlocuteur de la personne. Okay, et aujourd'hui, le professeur, il est là. 90% du travail de nos professeurs, c'est de transmettre de la connaissance. Ça n'a plus de sens. On n'a plus besoin de ça. Alors après, est-ce qu'il va y avoir besoin d'un autre métier qui va être du développement humain Certainement. Mais ça ne sera pas le même métier qu'on a aujourd'hui avec quelqu'un qui sera debout dans la salle avec des étudiants assis en train de leur dire « Bon, tu m'écoutes, je t'explique comment ça se passe ». Ça, c'est sûr que ça va disparaître. Je pense qu'aussi, ça rejoint un peu pratiquement les compétences qui sont proposées par l'OCDE sur les 20 prochaines années, dès lors qu'on parle de développement d'esprit critique, d'intelligence émotionnelle. Mais c'est très... On prend l'exemple de l'esprit critique. C'est très compliqué à un professeur de développer l'esprit critique d'une personne parce qu'elle n'est pas à égalité avec cette personne. C'est très difficile. Autant l'exemple du professeur de l'Antiquité, comme Socrate qui discutait avec Platon, même s'il y avait un grand respect, ils étaient des pairs. Et ça fonctionne. Mais à partir du moment où tu mets quelqu'un sur une estrade, devant une salle avec des gens qui n'ont pas la légitimité pour pouvoir développer leur esprit critique, tu peux raconter tout ce que tu veux, tu ne développes pas l'esprit critique. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à dire bah, maintenant tu vas faire comme je te dis et tu vas devenir critique. Ça ne marche pas. C'est antinomique. Là aussi, on pose une question sur l'Afrique, puisque tu es présent sur 15 pays, si je... Tout à fait. Et avec un objectif qui est celui de former 1 million de développeurs à l'horizon 2035 au travers de ton retour d'expérience sur les 25 dernières années. Est-ce que c'est des objectifs qui sont réalistes? C'est très réaliste. Et alors, j'ai pas eu le temps de développer cette partie-là, mais dans ce changement de paradigme très profond dans la formation, les pays à très forte population jeune et avec une culture collective sont très avantagés. Et l'Afrique est très présente dans ce domaine-là, et le Maroc en particulier. Donc il y a un vrai enjeu de changement. Et si vous regardez l'histoire des révolutions qu'on a eues dans l'histoire de l'humanité, en réalité, c'est rarement les leaders d'une ère qui sont les meilleurs de la suivante. Parce que le problème, c'est que c'est très difficile de se débarrasser de ce qui marche bien. C'est-à-dire que, comme on a bien réussi, c'est vachement dur de changer. Et donc, les gens qui sont sur le bord, alors, quand tu es complètement à l'ouest, c'est très compliqué aussi, c'est-à-dire quand tu es trop loin du processus, mais quand tu es entre les deux, et que tu as les ressources, c'est le bon endroit. Et quand on regarde l'histoire, c'est toujours ces hommes qui créent
la nouveauté. Il y a un deuxième point aussi que j'ai pas trop développé, c'est qu'aujourd'hui, il y a une confusion entre l'usage de l'intelligence artificielle et la création de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'États se focalisent sur créer des scientifiques en intelligence artificielle, des gens qui vont savoir créer des intelligences artificielles. Mais en réalité, il y en a besoin de très peu. Par contre, il y a besoin de millions d'utilisateurs. Et aujourd'hui, on croit que parce qu'on va créer beaucoup de scientifiques en IA, on va créer tous les usages. Mais aujourd'hui, pour donner un exemple qui est un peu simple, mais aujourd'hui, pour conduire une voiture, c'est pas un ingénieur en mécanique qui est le mieux placé, et c'est encore moins un physicien en thermonucléaire, en dynamique des fluides. Ce qui se passe dans le moteur, c'est comprendre ce qui se passe dans votre moteur du point de vue physique n'aide absolument pas à conduire une voiture, quoi. Et on est dans la même question sur l'IA. Aujourd'hui, il va y avoir quelques milliers, peut-être quelques dizaines de milliers dans le monde de spécialistes qui vont créer les IA. Il va y avoir peut-être quelques centaines ou dizaines de millions de gens qui vont les intégrer dans des logiciels, et puis il va y avoir des milliards d'utilisateurs. Et comment on prépare ces milliards d'utilisateurs? Parce que le pays qui va en tirer la plus grande valeur, c'est pas nécessairement celui qui va être capable de fabriquer l'engin, c'est celui qui va en tirer le meilleur parti. Aujourd'hui, l'électricité, c'est pas à la Silicon Valley que ça a été inventé, et c'est eux qui en tirent le meilleur parti. Vous voyez, c'est pas... Il y a une étape entre les deux. Alors, il y a également des questions qui concernent l'Afrique, mais aussi une question qui concerne le Maroc. Sur les 1 million, le Maroc bénéficiera de quoi? De combien? Dans notre objectif, donc nous, en fin de compte, on a fait des analyses par rapport à la population, l'âge moyen et globalement le milieu éducatif. Donc notre objectif global sur le Maroc, c'est de former à peu près 10 000. Et quand on dit codeur, parce que là aussi, il y a une confusion. Moi, depuis 20 ans, je forme des ingénieurs informatiques. Mais je forme des gens à qui on n'a pas appris à coder. Je n'ai jamais appris un langage à qui que ce soit. Pour nous, un codeur, c'est pas quelqu'un qui connaît des langages, c'est quelqu'un qui sait résoudre des problèmes et qui sait co-créer des solutions avec un collectif. Et là, en IA, c'est-à-dire et d'ailleurs, c'est intéressant, je ne sais pas si vous avez entendu dans la keynote ce matin d'NVIDIA, il parle de codeurs. Mais on ne parle pas du tout des mêmes codeurs que ce que vous avez aujourd'hui qui sortent des universités ici, où les gens ont appris à coder dans tel langage et ont appris des méthodes qui n'existent plus. Ce sont des gens, le codeur c'est au sens développeur, c'est des gens qui créent des mondes, qui créent une situation et qui résout des problèmes. Tu m'avais parlé tout à l'heure d'une initiative à Dakhla. Oui. Pour quelque chose qui pourrait intéresser aussi l'assistance. Oui, et donc dans notre stratégie globale sur l'Afrique, on a l'idée d'implanter, on est très régional, c'est-à-dire que notre point de vue, c'est de dire qu'on doit développer des centres dans des points et fixer les gens sur place. Et on va faire ça un peu partout en Afrique. Au Maroc, on a prévu une vingtaine d'implémentations et on veut faire un centre d'excellence panafricaine à Dakhla. C'est-à-dire qu'à Dakhla, on veut faire une école avec un campus où on va avoir des gens qui vont être les meilleurs de toutes les écoles d'Afrique, qui vont venir à Dakhla pour fabriquer la Dream Team, on va dire, africaine, et pouvoir résoudre des problèmes de très haute complexité. En fait, à l'OSIM, à chaque fois qu'il y a une Dream Team, on lui ajoute le label Happy Dream Team. Comme ça, il va y avoir et de l'intelligence artificielle. Et excellentissime. Absolument. Et il faut que les gens soient heureux dans ce qu'il faut. Dernière question. Quel mix Nicolas Sadirac fait entre former, identifier, former et connecter des développeurs et favoriser le développement de start-up à la fois digital et écologique pour rester en phase avec le thème d'aujourd'hui? Moi, je pense que c'est exactement la même question, parce que quand on parle de quelqu'un qui va résoudre un problème, il va résoudre un problème avec l'ensemble des composantes qui sont à la fois son écosystème local, mais aussi bien sûr l'écologie et toutes les ramifications de création de valeur qu'il y a autour de lui. C'est-à-dire qu'on essaie de faire, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on crée ce qu'on appelle des zones 0,1. Et on dit qu'une zone 0,1, pour nous, c'est pas une école, c'est un centre d'intelligence collective. C'est-à-dire qu'il est un endroit où on a des jeunes qui vont bien sûr se développer en peer-to-peer, mais qui vont aussi, à travers l'écosystème autour d'eux, donc qui vont participer à des associations, des entreprises, des institutions, et tout ça va créer un collectif intelligent qui va créer des problèmes, mais qui va aussi résoudre des problèmes, bien sûr. Mesdames et messieurs, Nicolas Sadirac, merci. On se faisait un plaisir de l'écouter. Je pense que tellement il est généreux qu'on peut parler pendant des heures avec lui, qu'on peut échanger. Et je pense que là, depuis ce matin, je pense que tout le monde a travaillé très dur. Et il y a celles et ceux qui étaient là à partir de 8h30. Je les vois même en première ligne. Je fais
Je pense à certains de mes amis qui étaient là à 8h30 et qui sont encore là, qui ont participé pratiquement à tous les échanges. On va passer à une autre séquence parce qu'il va y avoir la signature du livre de Nicolas Sadira qui porte justement le nom de sa keynote. Mais je vais quand même appeler à mes côtés Khadija Ihsen, s'il vous plaît. Elle arrive. Elle arrive.